L'astronomie, la biologie vous apprend comment on en est venu à être ici. L'écologie vous dit comment y rester. Voilà, c'est sur cette citation d'Hubert Reeves qui nous a quittés récemment, et malgré un grand âge un peu trop tôt. Je voulais commencer ma vidéo par ça, parce que dans l'écologie, pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est éviter, limiter plutôt, du moins, la chute de la biodiversité. Et entre autres, pour ça, il faut développer un habitat pour tous les habitants de notre planète, de tous les êtres vivants. Et dans tous, il y a ce qui est considéré, on va dire, dans l'agriculture conventionnelle comme des nuisibles, des parasites, des maladies. Et je voulais faire un petit peu l'apologie de ces petites bêtes-là, ces petites choses-là, pour montrer à quel point c'est important. Et on va faire ça tout de suite après le jingle, j'espère dans un ton un petit peu plus léger. Allez. Alors, dans un premier temps, on va voir les solutions, considérer ce problème de l'équilibre naturel. Voilà, la permaculture, elle nous invite à adopter une approche holistique, c'est-à-dire qui va prendre tout en compte. Vraiment de la plus petite molécule, j'ai envie de dire, on va rester dans les sciences, dans la chimie, jusqu'au mouvement céleste des astres, dans notre ciel, principalement le soleil. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que la lune n'en fait pas partie, ou très peu. Voilà, je disais une approche holistique, pour gérer les nuisibles, ce qui est appelé nuisible. Au lieu de les éliminer, parce que déjà moi je suis contre toute éradication, en règle générale, je suis contre toute prolifération abusive, on va dire, toute suprématie, mais on va dire pour éviter d'éliminer de manière agressive avec des produits chimiques, on peut travailler à rétablir un équilibre naturel dans notre jardin. Tout d'abord, premier point, on va utiliser la diversité des plantes. En cultivant une grande variété de plantes, on encourage une biodiversité. Tu apportes plus de nourriture à table, il y a plus de monde qui va venir. Et tu vas attirer, entre autres, aussi des prédateurs naturels de ces fameux nuisibles, entre guillemets. Les plantes campagne, elles peuvent jouer un rôle repoussant certains ravageurs, en perturbant ce qu'on peut appeler leur odorat. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un nez, comme nous on peut avoir les humains, mais l'équivalent, on va dire, des réactions chimiques sur les mucus, ou des trucs comme ça. Deuxième point, on va développer un habitat favorable aux prédateurs de ces fameux, entre guillemets, nuisibles, en créant des habitats accueillants pour les prédateurs naturels, comme les hérissons. On met des petites cabanes, qu'on isole bien sous un tas de feuilles pour pas qu'ils aient trop froid l'hiver. Des nichoirs pour les mésanges, les rouges-gorges, pour les animaux insectivores, en règle générale. Des tiges creuses pour accueillir des coccinelles. Donc moi je pense, entre autres, il y a le bambou, le roseau. Moi je fais pousser du topinambour, ou des trucs comme ça marche bien. Accueillir les araignées, enfin voilà, favoriser la présence dans le jardin en mettant des points d'eau aussi, par exemple. Une petite mare ou des abreuvoirs, des petits trucs qui peuvent... des fruits exprès pour ces animaux qui peuvent être à la fois insectivores et fruitivores. Euh, il y a aussi des ravageurs, on va dire, comme les frelons ou les guêpes, qui sont aussi des prédateurs d'autres ravageurs. C'est un monde assez complexe, en fait. Donc, on peut voir que plus on accueille de monde, ça va se faire encore une fois comme dans le monde de la forêt. On n'a pas besoin d'arroser, on n'a pas besoin de mettre de pesticides ou de rien du tout. Et ça produit, et ça produit, et ça produit. Si tu vas dans une forêt où il y a des châtaigniers, tu as des châtaignes à manger pour toute l'année, quoi, sur une promenade. Et il y en a pour beaucoup, beaucoup de gens. Parce que, voilà, des champignons, voilà. Dans une forêt, il n'y a rien à faire. Il y a un équilibre qui s'est fait naturellement. Après, ce qui ne se fait pas en forêt, ce qu'on peut faire aussi dans nos jardins pour limiter l'impact, on va dire, de ces fameux nuisibles, j'y viens après, je développe.
sur, sur ce qu'on appelle nuisible. Il y a la rotation des cultures. En changeant régulièrement l'emplacement de tes cultures, on va limiter la propagation des maladies, des parasites spécifiques à certaines plantes. Alors, souvent j'entends parler plus vraiment pour les maladies comme le mildiou, le dium ou des trucs comme ça, où en effet la maladie peut s'endormir, hein, vivre en dormance sous forme de spores si c'est des champignons ou des bactéries, quand il n'y a pas les conditions de développement. Elles vont se renfermer dans des petites formes de vie primitives en dormance, et quand les conditions au printemps elles vont revenir, ou à la bonne saison qui correspond à la maladie, je pense au milieu, c'est quand il fait chaud et humide, le spore va se réveiller, il va envahir les plantes, ben oui, via les racines principalement, et aussi ça peut se faire par voie aérienne. Pour ça, quand j'ai le mildiou, je ne taille pas mes plantes. Parce que le fait de couper une plante va propager des spores sur les plantes à côté. Ça va développer plus rapidement sur les plantes à côté. Si je le fais pas, ça va se faire aussi, mais moins rapidement. Ça laisse le temps à la plante d'apprendre à lutter contre. Et là, ça va m'éviter, par exemple, je pense principalement dans ma serre, à avoir besoin de faire cette rotation, parce que ma serre, je la déménage pas tous les ans. Et je cultive des plantes qui vont aussi apprendre, génération après génération, à vivre avec la maladie ou à lutter contre cette maladie toute seule. Donc à développer dans son système immunitaire, dans son ADN, hein, j'ai envie de dire, dans son ARN, qu'elle va transmettre aux générations suivantes. Comment, voilà, il y a du mildiou, moi j'ai des pieds de tomates, ils ont plusieurs stratégies. Il y en a, ils vont utiliser les autres champignons présents dans la terre, qui vont, on va dire, lutter contre le mildiou. Il y en a d'autres qui vont attirer les limaces à elles, parce que elles vont manger les parties malades sans propager les pores, parce que la limace, j'y reviendrai plus tard, elle sait manger les champignons, les spores et tout ça, et elle va les restituer, sauf les pathogènes. 99% des pathogènes ne seront pas redistribués par le tube digestif de la limace, elle va les éliminer. Enfin voilà, il y a des trucs, des stratégies comme ça. D'autres stratégies où la plante, elle va faire beaucoup, 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 beaucoup de biomasse parce qu'elle a eu une perturbation. C'est pareil, ça fait partie des... Quand je replante quand je mets en terre une plante que j'ai déjà fait pousser en serre chaude, je lui fais une petite agression, une petite perturbation, j'attaque un peu les feuilles. Donc, par exemple, pour lutter contre les limaces, pour quitter un peu le monde des maladies, les salades, alors attention, hein, je ne dis pas toutes les salades, ça ne va pas marcher sur toutes les salades, mais j'en produis déjà beaucoup pour nourrir justement les limaces, parce que je sais qu'elles sont présentes et que si je mets qu'une seule salade, je ne mangerai rien, même s'il n'y avait pas les limaces de toute façon. Une salade, je ne tiens pas l'année avec. Donc je vais planter en grande quantité de la nourriture pour les limaces. Et ce qu'elles vont me laisser, parce qu'on est en concurrence en fait. Moi, je vais plutôt utiliser le mot concurrent parce que il y a prédateurs nuisibles. Un prédateur, il y a les prédateurs dénuisibles et il y a les prédateurs de mes plantes. Tu vois, donc c'est plus des concurrents. Maintenant, je vais essayer de moins en moins d'utiliser le mot nuisible. Et donc voilà, je vais fonctionner en partenariat avec ces concurrents, hein. C'est vraiment une stratégie commerciale où tu vois Bouygues, SFR, Free et d'autres qui se serrent la main sur une table en disant il faut maintenir les tarifs à peu près à ce tarif, à ce niveau-là. Comme ça, on crée suffisamment de chiffres pour satisfaire les actionnaires. Ça va être à peu près la même stratégie dans le jardin. Je vais atteindre un certain niveau de production de biomasse, hein, là, c'est pas du chiffre d'affaires, pour que et les actionnaires de la compagnie Permamax et les actionnaires de la compagnie Perlimas et la compagnie Per Scacco, tout le monde il puisse survivre et profiter comme ça et faire vivre le marché. C'est Par contre, en comparaison encore une fois avec stratégie commerciale, c'est moi qui vais principalement amener les plantes. Il y a quelques pousses spontanées où la nature fait le job, mais là, je vais plus être comme EDF, tu vois, je vais être aussi le fournisseur, le réseau. Après, le producteur d'électricité et à la fois le fournisseur d'électricité, tu vois, et avec des concurrents. Donc EDF, le fournisseur ne s'appelle plus EDF, hein, mais voilà, ERDF, c'est ce qui est le réseau, hein, ce qui permet la distribution, revend à différents fournisseurs, et puis les fournisseurs en profitent en s'engraissant dessus. Je fais pareil dans mon jardin. Je suis le producteur de graines, je suis le réseau qui va mettre ces graines
à profit, ben, soit dans ma serre, soit dans mon jardin sous forme de plantes. Et ben, ça va être l'énergie qui va me faire vivre et qui va faire vivre aussi mes concurrents. Et j'accepte totalement la présence de mes concurrents parce que contrairement à moi, eux, ils ont de la prédation. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Après, pour ceux qui sont adeptes de la rotation, bah, c'est pareil, on peut s'en passer, hein, juste en mélangeant les cultures, parce que la rotation, c'est principalement pour quand on fait de la monoculture, ça va appauvrir un sol en certains minéraux, qui va créer un déséquilibre dans le sol, qui va rendre les plantes moins résistantes et qui va les rendre plus susceptibles de tomber malades. En plus que la maladie, si c'est un virus ou une bactérie, encore une fois, ou un champignon non désiré qui va attaquer nos plantes, bah, s'il y a un bon équilibre qui est dans le sol, ça va permettre à la plante, on va dire, d'être plus résistante, d'avoir plus de matières premières pour créer plus de biomasse quand c'est la stratégie qu'elle va développer. Ou les tanins qui vont bien pour repousser le concurrent que peut être la limace ou l'escargot, ou le puceron. Enfin, voilà, donc quand tu n'as pas envie de faire cette rotation, tu améliores ton sol, parce qu'un sol sain, ça va équilibrer les plantes. Elles vont être plus résistantes aux maladies et aux ravageurs. En rajoutant du compost dans un sol sain, donc je parle sain au niveau chimique, hein, bah là, tu vas favoriser une vie microbienne en plus. En plus de la vie microbienne de ton sol, tu vas rajouter la vie microbienne de ton compost, qui contient de l'humus, entre autres, qui va te permettre aussi de retenir de l'eau. Enfin voilà, c'est plein. Une fonction, plusieurs éléments. Un élément, plusieurs fonctions. C'est toujours la même chose qui revient, toujours. Donc, en évitant les pratiques nocives comme l'utilisation d'engrais. Encore une fois, quand tu utilises un engrais, qu'il soit chimique ou naturel, ce qui en gros veut dire exactement la même chose, hein, parce que chimique c'est la science physique et la science physique c'est la science de la nature. Donc, quand tu as trop d'engrais, quand tu as une pollution, c'est-à-dire quand c'est toi qui l'as mis, cet engrais, ou parce que bah, y a une plante qui s'est trop développée et qui a créé elle-même un déséquilibre qui fait qu'il y a trop d'une matière par rapport à une autre, là ça s'appelle plus une pollution, ça s'appelle juste un déséquilibre. C'est la grande différence. Pollution, c'est créé par l'homme. Et voilà, quand tu vas avoir ce déséquilibre, bah, tu vas créer un environnement propice si tu rééquilibres les choses, encore une fois, en apportant beaucoup de matière. Plus tu mets à manger à table, plus il y a de monde différent qui va venir, quoi. Et une autre façon aussi, on va dire, de gérer la concurrence, bah, ça va être l'observation et l'intervention, hein. En permaculture, c'est le principe numéro 1 que j'aime bien mettre en avant, observer et interagir. C'est une intervention ciblée, ça veut dire que tu vas pas, encore une fois, éradiquer ce que tu vas faire. C'est que tu vas faire ton tour du jardin pour mettre une plante en terre, pour faire ta récolte, pour une balade, pour un petit entretien, n'importe quoi. Ben, comme moi, quand j'y vais, je passe à peu près 1 heure par jour à la belle saison. C'est vraiment un truc que je fais plusieurs fois, encore une fois, plusieurs choses en une seule fois. Je vais faire ma petite récolte et puis ben, j'observe. Je regarde mes plantes, comment elles sont, pas que les récoltes, pas que les fruits. Je regarde les feuilles, je regarde les tiges, je regarde au sol si elles sont bien ancrées, si elles sont bien droites, etc. Et je vais pas toujours interagir. Je vais pas toujours intervenir. Je vais des fois redresser certains pieds, des fois remettre sur le tuteur, et des fois laisser la plante au sol, si elle est tombée. Et ben, si je vois des trous sur les feuilles, je vais regarder si je vois pas des chenilles ou des limaces ou des petits escargots. Je vais en faire la récolte, sachant que de toute façon, je ne récolterai pas tout. Je n'éradiquerai pas la chose. Je vais ramasser tout ce que je trouve, hein. C'est une récolte, comme les fruits. Je mets ça dans un petit seau et je donne ça à mes poules et à mes canards. Ça fait un apport de protéines. Bah, ça fait des vers que je retire en moi de mon vermicompost. Ça en fait plus pour l'hiver prochain, quoi. C'est une stratégie. Après, on peut utiliser des pièges. Moi, je suis pas super fan. Ça, c'est plus pour les rongeurs. Les fourmis aussi, hein. On peut mettre des pièges si on a des arbres qui se font vraiment, vraiment envahir par des jeunes arbres, surtout, hein, qui en souffrent le plus. Les vieux arbres, en général, ils sont assez résilients. Pour ça qu'ils sont devenus vieux.
Mais c'est vrai que les jeunes arbres, des fois, tu vas avoir des colonies de fourmis au pied qui vont cultiver, comme nous on élève, qui vont élever des pucerons comme nous on élève des vaches, pour récupérer le miel, hein, comme nous on récupère le lait des vaches. Et ben, c'est des fois de la culture intensive aussi qu'elles font les fourmis. Hein. Faut pas se leurrer, des fois ça peut aller jusqu'à la mort d'un arbre. Par exemple, moi je vois ça principalement sur mes cerisiers. La stratégie du cerisier, c'est de faire beaucoup de fruits avec beaucoup de graines parce qu'ils savent que sur un de ces fruits qui va germer, une de ces graines qui va donner un jeune arbre, il y a de fortes chances qu'il y ait des fourmis dessus. Si tu laisses qu'une seule graine dans le sol, ben, tu peux être sûr que tous les ans, tu as des fourmis dessus et que ça meurt. Donc, pareil, comme je disais au début, de l'abondance. Mettre beaucoup de cartes sur la table. Comme ça, plus tu as de cartes dans ta main et plus tu as un jeu en général pour, encore une fois, pour la résilience, quoi. Donc, conclusion intermédiaire, on va dire, déjà limiter le vocabulaire pour pouvoir enfin faire vraiment l'apologie, non plus des nuisibles comme je l'ai mis dans le titre, mais l'apologie de nos concurrents et de la concurrence. Je dirais que le jardinage en permaculture, ça nous rappelle que la nature, elle est notre allié. Plutôt que de lutter d'une manière invasive, on peut créer un écosystème équilibré où les ravageurs, encore une fois les concurrents, sont maintenus sous un contrôle grâce à des solutions naturelles. En adoptant des pratiques respectueuses de son environnement, on peut cultiver un jardin sain et productif et en harmonie avec, entre guillemets, la nature. Et donc du coup, je ne vais pas faire une approche comme on peut souvent voir, tel animal a telle utilité, tel animal a telle autre utilité, tel champignon a tel... Il n'y a pas une question d'utilité en fait. Je préfère voir le monde comme en fait, d'une vision chronologique, comment il s'est construit, et comment les plantes, les champignons et les animaux ont co-évolué. Donc ils ont évolué ensemble, ils se sont adaptés, et c'est en fait l'agression de l'un qui a sélectionné, on va dire, les plus forts agressés, qui sont devenus suffisamment résistants pour subir les agressions en pouvant se reproduire avant de mourir, avoir des générations et des générations. Et c'est ça qui a fait que petit à petit, les insectes se sont adaptés. Il y a, voilà, Darwin avait découvert une plante, une fleur, si je ne dis pas de bêtises, c'était une orchidée. Et il s'est dit, la forme de cette orchidée, il doit y avoir un animal, un papillon, qui doit avoir une trompe de telle forme. Et il n'a jamais vu ce papillon de son vivant, et il a été découvert après sa mort. Parce qu'il y a que telle forme qui pouvait féconder le truc, qui faisait que forcément ça avait évolué ensemble. C'était sa théorie. Et pour faire l'apologie un peu de pourquoi ces bêtes-là, elles sont importantes et pourquoi elles sont là et pourquoi il faut les respecter, je vais faire un petit énoncé chronologique. Parler de l'apparition de la vie, mais du développement déjà du sol, parce que mine de rien, en permaculture, si on veut produire de la nourriture, c'est un des éléments clés, hein, c'est le sol. Si tu as pas de sol, ou si ton sol est déséquilibré encore une fois, ça va pas être évident, ça va pas être facile. Donc, je vais vous raconter cette petite histoire là maintenant. C'est Faut voir qu'au début encore, je passe vite fait la genèse de la vie potentiellement, ce qu'on appelait la panspermie, que ça se produit dans l'espace lointain, aux confins du système solaire, là où il n'y avait pas trop d'UV pour faire la première chimie organique, les premières protéines, etc., qu'on crée des comètes, qu'on fait des agglomérats de planètes, etc., et qu'à un moment c'est venu tomber sur Terre. Voilà, ça c'est fait. Un truc important quand même, au niveau de la formation de la Terre, qui était à la base deux planètes qui se sont télescopées l'une l'autre, et qui ont donné naissance à la Terre, au système Terre-Lune, qui a permis l'apparition de la vie à proprement parler sur Terre. Parce qu'il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu le système de marée, donc il y aurait eu la vie, mais dans l'eau, uniquement, on ne serait pas sorti de l'eau. Voilà. Donc c'est le seul, vraiment, quand je disais au début que voilà, du tout plus petit au plus grand, en passant par les astres, voilà, c'est surtout le Soleil qui nous fait nos saisons, parce que on a aussi, à cause de cet impact, une légère inclinaison par rapport à comment on tourne autour du Soleil. Et ce qui crée des saisons, donc merci la Lune, merci cet impact qui a donné naissance à la Lune. Donc en effet, la Lune vient rentrer un petit peu dans le système quand même. Je l'élimine pas totalement. Et ça a créé ce système de marée qui nous a permis de sortir de l'eau.
et d'être tous les êtres vivants terrestres qu'il peut y avoir aujourd'hui et ceux qui ne sont plus. Voilà. Ça s'arrête là au niveau de la Lune pour moi. Et au début, tu avais un peu de vie dans l'eau. Alors la première vie, on va dire, il y a sûrement eu plusieurs formes de vie différentes, potentiellement. Mais il y a une théorie principalement reconnue, on va dire, qui circule pas mal, qui est celle de Lucas. The Last Unique Common Ancestor, donc en français, le dernier de nos ancêtres communs à nous tous, êtres vivants. Et cette bactérie a dû évoluer au milieu d'un milieu où potentiellement, je te dis, il y avait déjà d'autres bactéries. Il y en avait peut-être eu d'autres avant qui n'ont pas su se reproduire. Il y en avait peut-être eu d'autres après qui n'ont pas su se reproduire. Et que c'est Lucas et ses descendants qui ont eu la part belle. Donc, ce serait la racine de l'arbre du vivant, la phylogénétique. Parce que donc, la théorie vient du fait qu'on aurait tout être vivant, une petite branche d'ADN, tous à peu près la même. Enfin, à peu près exactement la même, en fait. Ce serait cette théorie-là, ce serait la bactérie mère de tout. Et ça s'est développé d'abord sous forme de bactéries, principalement des champignons dans l'eau, déjà. La vie microbiologie, on appelait ça. Et c'était des guerres chimiques entre les uns et les autres, avoir un peu plus de nourriture, de nutriments, de trucs, d'éléments chimiques qu'ils trouvaient dans les milieux où ils se sont développés, que ce soit les fonds marins ou il y a plusieurs théories là-dessus. Donc, j'aime bien ça des cheminées sous-marines. Ça me paraît assez cohérent, on va dire. C'est pas la seule théorie, mais elle est assez cohérente. Et ça s'est développé, ça s'est développé, ça s'est développé, jusqu'à devenir un jour une bactérie qui s'est fait appeler, que nous, humains, on a appelé la cyanobactérie. Donc une bactérie qui est à base de cyanure, qui a appris donc sur les côtes, elle s'est développée en bord de l'eau, celle-là. Et en bord de l'eau, il n'y a pas beaucoup de profondeur et il y a du rayonnement UV, parce qu'il n'y avait pas encore la couche d'ozone à cette époque-là pour nous protéger. Il y avait déjà potentiellement la magnétosphère, mais pas la couche d'ozone. Et cette cyanobactérie-là, non seulement elle supportait les UV, mais en plus de ça, elle servait des rayons du soleil pour faire capter le CO2 qui était majoritaire avec un peu d'azote quand même dans l'air, capter ce CO2 pour créer de l'oxygène. La première photosynthèse, autrement dit. Et c'est devenu un truc assez violent parce que ça a créé une grande oxydation, parce qu'au début, tu n'as qu'une bactérie qui fait une paire d'atomes d'oxygène, donc une molécule d'oxygène qui est balancée dans l'air par heure à peu près, on va dire, je sais pas. Et puis le temps qu'elle se reproduise, après ça fait 2 par heure, après ça fait 4 par heure, après ça fait 8, 16, 32, 64. C'est ce qu'on appelle une fonction exponentielle, donc ça commence tout petit. Et quand ça commence à monter, ça monte très 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 fort. Très très haut, très vite. Et si tant est bien qu'à un moment donné, l'atmosphère a été, je dirais pas saturée, parce qu'il y avait quand même d'autres gaz dans l'atmosphère, mais il y a eu beaucoup beaucoup d'oxygène. Ça crée une grande oxydation. Et en gros, seuls les êtres vivants qui étaient capables de supporter cette oxydation ont survécu. Ce qui a créé à peu près 90% de destruction du vivant. C'est, je crois, la première extinction de masse de la planète. Et ce qui a survécu, c'est devenu en gros ce qui consommait à un moment donné par adaptation avec le temps, pas aussitôt. Au début, ça supportait l'oxygène, et puis à un moment donné, ça en a fait un avantage d'avoir de l'oxygène. Et ces êtres-là, c'est devenu les ancêtres des animaux, de tous les animaux. Donc, aussi bien les poissons, les éponges, les anémones de mer, les mammifères, les oiseaux, les dinosaures, les amphibiens, tout. Mais les tout premiers animaux, ils n'avaient pas de squelette. C'est ce qu'on appelait des mollusques. Pour en venir à notre sujet, c'est là donc la première famille d'animaux multicellulaires, avec vraiment un corps. Donc en gros, les mollusques, c'est la famille des limaces. Alors il y en a quelques-uns qui ont développé une espèce d'exosquelette de carapace, c'est devenu les ancêtres des escargots, voilà, ça reste dans la même famille. Mais ces mollusques, ces gastéropodes, c'est les premiers animaux. Donc littéralement, quand on dit, quand tu arrives dans ta maison, c'est pas toi qui as des limaces, c'est les limaces qui ont l'invasion d'humains. On est vraiment arrivé bien après eux. Là, je te parle, il y a 2 millions d'années, quoi. Et nous, on est vieux que de 2 millions, 2 milliards d'années. Et nous, on est plutôt vieux de 2 millions d'années. Beaucoup plus petit. Donc, d'abord, les gastéropodes. Et il y avait déjà les champignons et les bactéries, donc potentiellement aussi des pathogènes qui se sont développés jusque-là. Et d'ailleurs, des pathogènes qui se développaient sur les cadavres des êtres vivants, autres bactéries, autres champignons et plantes, qui sont apparus après aussi, qui ont tout simplement absorbé ou qui ont développé la même stratégie. Il y a eu deux branches possibles. Après,
laquelle s'est développée, ou un peu, ouais, je sais pas. Là, mes connaissances sont limitées là-dessus. Je suis pas non plus biologiste, mais c'est voilà, je vous retransmets juste ce que j'ai accumulé et ce que j'ai compris. Ah, donc il y a du filtre, hein, je vous laisse, s'il y a des sujets qui vous intéressent, je vous laisse faire des recherches vous-même. Et donc la vie sur Terre, comment elle est apparue après tout ça? Ben, en fait, les premiers à envahir la Terre, la Terre c'était que de la roche, principalement. Les silicates, les silices, les sables ont été formés par choc thermique, on va dire, entre de la terre chaude et des pluies froides et des pluies acides aussi qui pouvaient faire de l'érosion, etc. Donc ça a été un début de sol, on va dire, très sableux, très caillouteux, etc. Et avec les marées, les bactéries et les champignons se développaient, et aussi quelques végétaux plus tard. Mais d'abord, les bactéries et les champignons, ils sont arrivés sur ce truc minéral, pur, et ce qu'ils savent bien faire, les bactéries et les champignons, c'est de la chimie. Au niveau chimie, ils savent te fabriquer des acides, des bases, ils savent te faire des oxydants, ils savent te faire des réducteurs. Voilà, c'est des bons chimistes. Et à partir des roches qui sont présentes, ils vont te la dissoudre pour récupérer les minéraux dont ils ont besoin, pour se multiplier, pour se dupliquer. Et en fait, ils vont fabriquer le sol. C'est une des bases, hein, en agriculture, c'est vraiment le sol. Donc le sol, c'est quoi? C'est une structure et une texture. Il y a une vidéo qui va sortir sur ça, je te renvoie au sommaire, si c'est pas déjà, elle n'est pas encore tournée, ou peut-être, mais voilà, il y aura le lien au sommaire, il y aura le petit i peut-être là-haut. Et ils ont fabriqué le sol, ce qui a permis donc aux plantes, donc déjà au sol lui-même, de garder un peu d'eau, d'humidité, donc, et des nutriments par la mort des champignons et des bactéries qui ont créé une espèce de limon, enfin c'est ce qu'on appelle la sédimentation, quoi. Et les premières algues qui flottaient en surface de l'eau, elles ont pu se déposer sur ces trucs-là, et en fait, elles sont tombées sur un sol plein de champignons et de bactéries. Donc si elles n'avaient pas un minimum de défense immunitaire, elles se faisaient laminer. Et il y en a qui avaient déjà des défenses immunitaires parce qu'il y avait déjà des champignons et des bactéries dans l'eau, et qui avaient appris à s'en servir. Donc en fait, les champignons, potentiellement on peut appeler ça aussi des antibiotiques. Dans la famille des champignons, ils produisent des molécules, le pénicillium, hein, le champignon qui est dans le roquefort, enfin dans les fromages à pâte bleue comme la fonte d'Ambert et le Saint-Agur, pour pas faire de pub spécifique. C'est du pénicillium, c'est la base de la pénicilline, qui sert à lutter contre des maladies à base de bactéries comme le staphylocoque. Voilà, c'est les champignons qui luttent contre des bactéries. Et des fois, des champignons, les plantes, elles s'en servent et elles pactisent avec pour se créer un système immunitaire, se défendre des bactéries. Et des fois, elles pactisent un peu plus profondément avec ça. Ça s'appelle le lichen. Un lichen, en fait, c'est un symbiote entre une algue et un champignon. Et déjà là, ça commençait bien à se complexifier, le monde vivant, hein. Il n'y a plus vraiment de démarcation entre le champignon, les plantes, les bactéries. Tout le monde vit plus ou moins imbriqué l'un dans l'autre, aussi bien au niveau synergie alimentaire qu'au niveau survie en règle générale, quoi. C'est plus juste manger, se reproduire. La vie, c'est aussi se défendre des prédateurs et voilà, mélanger tout ça et rendre la chose plus marrante. Et donc après, donc, on arrive au niveau des plantes qui arrivent sur Terre. Mais en même temps, dans les rivières, dans les eaux boueuses, sur les côtes, etc., il y avait déjà des animaux qui vivaient aussi en profondeur, qui sont, on va dire, les ancêtres des vers de terre, quoi, les premiers gastéropodes terrestres. Et ils ont appris au fur et à mesure de génération en génération, ils se sont développés, il y a eu des êtres qui ont été plus aptes à aller dans les endroits un peu plus secs que simplement de la boue, et puis voilà, ça donnait la famille des grands vers qu'on connaît aujourd'hui, la grande famille des vers. Ils sont arrivés là, tous ces gens-là, avant nous, bien avant nous. Et ils ont joué leur rôle pour que nous, on arrive jusqu'ici quand même, hein. Il n'y aurait pas eu tout ça, il n'y aurait pas eu de fertilisation des sols. Donc les plantes n'auraient pas pu gagner sur les continents. Les vers ont aussi servi de nourriture aux amphibiens, les premiers animaux semi-terrestres, jusqu'à l'arrivée des reptiles, qui mangeaient ces amphibiens et puis qui se mangeaient entre eux, qui mangeaient des vers de terre, qui mangeaient des plantes. Tu vois la chaîne alimentaire, truc bien imbriqué l'un dans l'autre, machin, truc qui fait des gros nœuds. C'est cette complexité qui a fait qu'en gros, aujourd'hui, on arrive à être là où on est. Bon, entre-temps, il y a eu quelques extinctions de masse, hein, quelques météores qui ont décimé les dinosaures et d'autres glaciations majeures qui ont fait pas mal chuter la population, hein, ce qu'on appelle des goulets d'étranglement. Ça, c'est de la sélection naturelle, mais taillée à l'arrache, quoi, hein. C'est un peu violent, mais à chaque fois, la vie, elle s'est redéveloppée. Et nous, là où on en est, c'est pour ça que je veux faire l'apologie de ces petites bêtes-là,
c'est que la permaculture, dans le mot permaculture, je le dis quasiment dans toutes les vidéos, je suis sûr, mais il y a le côté de permanence. Si je regarde, si je crois les médias mainstream et les médias un peu parallèles, là-dessus, ils sont tous d'accord. Enfin non, sauf les climato-sceptiques et les sceptiques, les mauvais sceptiques, ceux qui dénient tout. Mais il y a quand même un petit souci à ce niveau-là, quoi. Je crois que la permanence, on n'y est plus, hein. On entend souvent parler d'extinction de masse quand même, la 6e. Et en règle générale, les plus grosses bêtes, c'est celles qui s'adaptent le moins, hein, quand il y a un grand changement comme ça, hein. La vie, elle repartira sur Terre, ça je m'en fais pas une seule illusion, même, si on faisait un hiver nucléaire qu'on rasait tout, je m'en fais pas, la vie elle repartira, il y aura toujours une petite bactérie planquée au fond des mers, quelque part dans une crevasse machin, qui sera à l'abri, qui fera repartir la machine. Encore 5 milliards d'années avant que le soleil, grossisse et nous avale et nous explose à la tête. Mais ça fait déjà 5 milliards d'années que la Terre est faite, 3,8 milliards d'années que la vie est là, on en est déjà, voilà, un beau monde bien complexe, bien joli, avec des arbres, des fleurs, des herbes, des animaux en tout genre, des trucs qu'on voit pas mais qui font des trucs un peu magiques. Moi, j'ai pas besoin qu'on me vende de la médecine quantique, hein. Pour moi, les pensées magiques, elles sont là, quoi. C'est comment la nature, c'est un laboratoire pour moi. C'est un gros laboratoire de chimie, de biologie. C'est de la chimie expérimentale, plus, quoi, hein, mais avec 3,8 milliards d'années d'expérience pour ce qui est du vivant. Parce que la chimie en général, déjà, c'est 14 milliards d'années d'expérience. La physique quantique, oui, elle est magique, mais dans notre monde à nous, qu'on appelle macroscopique, hein, la physique quantique, c'est pour le monde microscopique, c'est-à-dire qu'on va étudier le comportement d'une particule élémentaire, d'un atome ou d'un petit électron ou d'un petit. On n'en est pas encore. Si, dans les accélérateurs, on peut voir les quarks, enfin, voir. Indirectement, on calcule que s'il y a des quarks, ça ferait réagir comme ça, créer des particules secondaires par ionisation, et on trouve le bon nombre de particules qui font les bonnes courbes, qui font le machin. Donc oui, en effet, par l'expérience, ça a l'air de marcher bien ce qu'on raconte en physique quantique. Mais pareil, si on te vend de la médecine quantique, tout ce qui est vibratoire, tout ce qui est bonne vibe, etc. Ouais, tu vois, je suis assez conscient qu'on est dans un monde qui n'est pas forcément le plus rose qu'on aurait pu faire si on s'y était pris à temps, on s'est rendu compte à temps qu'on aille dans un mur. Malheureusement, une fois que les symptômes sont apparus qui ont fait qu'on s'est posé les questions, il était déjà plus ou moins tard. Trop tard, il a toujours été trop tard. Donc ça sert à rien de dire est-ce qu'il est encore temps. Oui, il est toujours temps. À partir du moment où on a vu les symptômes, se poser la question, il était déjà trop tard. Donc oui, il est trop tard pour sauver toutes les espèces qui sont disparues. Oui, il est trop tard pour que de mon vivant, je retrouve la météo, enfin le climat que j'avais quand je suis né. Mais il n'est pas trop tard pour que la vie continue de se développer et qu'on arrête nos conneries. Ça, c'est à peu près garanti. Le pire, c'est que c'est un truc qui est très très dur qu'il faut faire, hein. Parce que c'est très dur. C'est celui qui va demander le moins d'efforts physiquement, mais c'est celui qui va demander le plus d'efforts là-dedans. C'est pour que le monde il aille mieux, il faut qu'on arrête. Juste, dans l'idéal. Arrêter du jour au lendemain, paf, on coupe tous les moteurs, on ferme toutes les pompes à essence, on ferme tous les puits de pétrole. Du jour au lendemain, ouais, c'est un peu. Il faut réfléchir, il faut anticiper. Tu vois, tu vas pas monter, tu vas pas gravir l'Everest en préparant dans ta valise un short et une paire de chaussettes. Mais en gros, c'est ça, quoi. Donc, quand on parle de sobriété, si on prend les mots de Jean Covici, la sobriété, c'est la seule différence entre la sobriété et la pauvreté, c'est purement là-dedans. C'est que la sobriété, on l'a choisie. Et il y a des chances que si on fasse le choix de la sobriété, plutôt que de faire le choix d'attendre que la pauvreté tape à nos portes, elle est déjà là, hein. Elle est déjà en train de se balader dans les rues, hein, dans les pays occidentaux, aussi bien que dans les pays en voie de développement, les pays du Sud, les pays de l'Est, voilà, elle est partout. Plus ou moins présente selon les lieux, mais elle est partout. Déjà, hein, la pauvreté, on y est déjà dans ce coin-là. Mais si on attend que nous, là, pour l'instant, on est au milieu, hein, puis entre deux chaises, eh ben, si on fait majoritairement, ouais, on va dire on est là, tous ceux qui sont là, il va à un moment donné falloir prendre un choix. C'est soit tu vas par là, soit tu vas par là. Mais si on continue par là, de toute façon, on va par là. Donc ne pas faire de choix, c'est décider d'aller par là, dans la pauvreté. Avec la différence que si on arrive dans la pauvreté, Jean Covici dit que c'est la même chose, le monde qui est là, il est pas cool, hein.
que si on y va assez rapidement, le monde qui est là potentiellement, ouais, potentiellement il risque d'être à l'opposé complètement, au niveau coolitude. Donc pourquoi faire l'apologie de ces bestioles? Bah, parce que, alors ouais, je vais refaire un petit récap de ce que j'ai dit dans la première partie. Il y avait, un peu le pourquoi et le comment dans la première partie, hein, format podcast d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à me dire, en commentaire en dessous, si ça vous plaît, si vous préférez voir ma trombine, si vous préférez que je fasse, là je sais pas, j'ai fait un petit mix entre des photos, des vidéos, quel est le format que n'hésitez pas. Ça m'aide, beaucoup à vous satisfaire davantage, puis, bah, à passer ce message un peu plus aussi, peut-être, un peu toucher plus de monde, si je plais plus. A priori, c'est comme ça que ça marche, hein, chez YouTube. Ah oui, d'ailleurs, abonnez-vous, faites des likes, des commentaires, partagez, tout ça, tout ça. Allez sur Tipeee, mais donnez à quelqu'un que vous aimez bien, parce que bah, j'ai pas de page Tipeee. Voilà. Pour l'instant, non. Euh, Bientôt, peut-être, je devrais crier j'ai faim, mais pas que je sache. Craquer doigts, que je sache. Normalement, à moins que vraiment il y ait un truc qui se passe, un tremblement de terre, tous mes bocaux qui se cassent la gueule, voilà, normalement tout va bien. Il faudrait qu'il n'y ait plus d'électricité, comme ça je perds ce qu'il y a dans le congèle, qu'il y ait un tremblement de terre, qui peut, c'est pas incompatible les deux, hein, qui fasse tomber tous mes bocaux, et qu'en même temps on a une invasion de rongeurs qui viennent manger toutes les racines que j'ai en terre, et tout ce que j'ai en stock en matière sèche à droite à gauche. Ouais, non, ça va. Ça- Résilience, hein, beaucoup de quantité, et beaucoup de choses différentes, hein, donc beaucoup de conserves, beaucoup dans le congèle, j'ai 3 congélateurs. Pareil, pas tout dans le même congélateur, si j'en ai un qui tombe en rade, j'en ai encore 2 autres, pour faire le transfert. Il y a encore de la place un peu dedans et tout pour sauvegarder. Mais on met pas tous les œufs dans le même panier, toujours aussi, hein. On met beaucoup de choses dans beaucoup de paniers. Ça permet d'être serein, de rigoler, prendre la vie, du bon côté, alors que, ouais, bah, on a perdu un grand homme, comme je disais en début de vidéo, et bah, c'est tout, il a fait des grandes choses et m'a beaucoup inspiré, il m'a beaucoup appris, hein. C'est lui qui m'a, c'est lui qui m'a mis le pied à la curiosité. Non, ça, je pense que je suis né comme ça. Mais ouais, la vulgarisation scientifique, etc., c'était un sacré bonhomme, le Hyper Rive. Bon, faut le temps de faire un petit montage, et je sais pas si je vous ferai pas la séance. Mais bref, il faut respecter les petites bêtes. Il faut respecter les microbes, les champignons, tout ça, parce que ben, c'est la base de tout, en fait. C'est historiquement la base de tout. Est-ce qu'on peut vivre sans? Peut-être. Je crois pas. Peut-être. Donc, je tenais à faire cette vidéo parmi les premières de la série, au niveau temps, hein. Après, dans le chapitrage, j'ai repris. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti le livre de Julie Bernier aux éditions Solar. Sortez ouvert, ça c'est sa page. C'est Facebook, je crois, Sortez ouvert, ouais. Et ouais, toujours un bon bouquin, hein. Le reste, si je reprends l'architecture de l'apologie des petites bébêtes, ouais, c'est celle-là. Donc là, c'est les espèces à problème, voilà, les concurrents. C'est. D'abord, où elle raconte, bah oui, en effet, ce sont des décomposeurs. Alors, pour en repartir sur le début de la partie vidéo facecam, où je disais, j'aime pas dire ça sert à ça. Ah, ça a quand même un rôle, hein, c'est des limaces, en tout cas. C'est la première partie, elle a fait l'apologie des limaces et derrière, elle parle des autres concurrents. C'est pas le mot qu'elle utilise d'ailleurs, des espèces à problème, elle utilise. Mais ouais, c'est des composeurs, en fait, ils vont faire le rôle que normalement font les champignons. C'est des champignons saprophytes, si je dis pas de bêtises, qui mangent ce qui est mort, hein, tout simplement. Donc ça va décomposer, remettre ça à la terre, rendre disponible aux plantes et retourner dans le cycle. En fait, ça va manger ce qui est mort pour que on vive. Donc ouais, je pense quand même que c'est par ce côté-là un peu indispensable, hein. Donc pour ça, pas de produits chimiques, mais même encore une fois des purins et tout ça, pas de dogme. Je vais pas dire j'en fais jamais encore une fois, hein. Ça m'arrive c'est pareil, j'ai plusieurs bassines dans le terrain en plus des mares et des récupérateurs d'eau. Bah, des fois, je vais arracher un pied d'ortie, des fois je vais aller récolter de la prêle, j'en ai pas sur le terrain.
j'en ai juste en face dans la rue. Et ouais, je vais me faire un petit purin que je vais mettre de temps en temps à l'arrosage. Je sais même pas, les gens, des fois, c'est une fois tous les 5 arrosages. Je me pose même plus la question. Avant, je m'amusais à suivre tout ça vraiment régulièrement. Là, j'ai ça sous le coude au cas où. C'est en plein air, c'est même pas des purins en fait, c'est des macérats, déjà, qui font à peu près le même job, si ce n'est que ça pue. Mais comme c'est dans des coins voilà, où je passe jamais, ça ne me dérange pas. Et au contraire, ces odeurs-là vont attirer aussi, encore une fois, des bestioles qui ne seraient pas là s'il n'y avait pas ces odeurs-là. Donc, moi, ça me va. Et de temps en temps, si je vois qu'il y a vraiment toute une zone, toute une planche de culture qui est patraque, qui a besoin d'un petit boost de nutriments ou de silice ou de sulfate, enfin de soufre, je vais apporter plus un paillage. Voilà, je vais aller couper des vers de poireaux, les mettre au sol si ça a besoin de soufre. Je vais faire un petit arrosage de prêle ou d'ortie, plus souvent de l'ortie. L'ortie, enfin même du macérat de plantes vertes en général, ortie, chien-dent et tout ce que j'ai sous le coude, le consoude, ça par contre, ça j'en ai bien. Mais voilà, la consoude, je vais plus m'en servir pour mettre en paillage. Ça va se diffuser plus lentement et ça va apporter de la potasse, si je dis pas de bêtises. Et voilà, du calcium, ça c'est pareil, j'en apporte régulièrement parmi mes déchets, des œufs, j'ai plein d'œufs. Euh, des fois, les escargots, les coquilles d'escargots morts aussi, ben, le fait qu'ils soient présents, ça consomme du calcium, hein, le calcium des plantes, que ça prend dans la concurrence, mais ça rapporte ça aussi au terrain. Donc c'est une concurrence qui va entretenir mon marché, hein, quand même. Ça me libère de ce job-là, si c'est pour revenir sur la comparaison avec EDF qui produit l'électricité, ERDF qui la dispatche. Ben, c'est ANJ, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est le fournisseur historique, on va dire, à la base. Ben, lui, c'est la partie où il va s'occuper de distribution, de fournir aux clients, donc de faire du démarchage, du porte-à-porte. Mais ERDF et ça, ils n'ont plus besoin de s'en occuper. Le réseau aussi, il y a la connexion à l'arrivée. Mais ils facturent ça aux fournisseurs, qui nous le fait impacter dans les tarifs, hein. Et voilà, après, si tu prends chez Total ou je sais pas, je cherche un troisième nom pour encore une fois pas faire de pub orientée, mais chez d'autres fournisseurs d'électricité, Enedis, je sais pas si ça existe encore, je sais plus. Voilà, enfin bref, ces trucs-là, eux, ils vont s'occuper du démarchage, du contact client, donc toute la partie, on va dire, chiante. La partie production, c'est du nucléaire, c'est du photovoltaïque, c'est de l'éolien, c'est du gaz, enfin voilà. C'est des trucs assez industriels, ça fait du boulot, ça nous fait vivre. Ça fait qu'on me voit là, il est 17 heures passées et il fait presque nuit dehors. Donc ouais, merci les gars, hein, merci cette partie-là, déjà. Un petit peu merci cette partie-là qui a fait la fournissage, mais ouais, si vous pouvez être un peu moins salaud sur la tarification et être un peu plus honnête. Moi, encore à la limite, en tant que particulier, ça va, mais quand je vois les patrons avec qui je peux être amené à parler avec le boulot, c'est pas honnête, c'est du parasitage. Là, pour le coup, c'est du parasitage. Et un peu bah, comme tous les fournisseurs détiennent tout le marché, c'est un peu une suprématie. C'est pour ça que j'aime pas ça. Les suprématies. J'aime pas les éradications parce qu'on a besoin de tout. Plus il y a de choses, plus ça permet de tenir le système complet, global, le système planète Terre. La vie et tout ce qu'il peut y avoir dans sa beauté, sa complexité, et aussi dans la simplicité et la pourriture, hein. Enfin, la pourriture, les trucs moches. On a besoin de tout ça pour faire un monde, hein. C'est le dicton, hein. On a besoin de tout pour faire un monde. Donc, bah voilà, c'était l'apologie de ces bestiaux. C'est vrai que c'est orienté principalement sur les limages, j'aurais pu parler aussi des pucerons. Mais en règle générale, en fait, moi, même les pucerons, allez, vite fait. Pourquoi il faut faire la culture de pucerons soi-même? Bah, en fait, c'est pour avoir, encore une fois, la présence des animaux qui vont faire la régulation, qui vont éviter d'avoir à traiter. Donc, ben, c'est plus vite le garde-manger est rempli, plus vite ils sont présents, ils sortent. S'il y a déjà des pucerons au printemps, ben, quand les coccinelles elles vont sortir d'hibernage, que les œufs vont éclore, ben, que les nymphes elles vont éclore aussi. Il y aura à manger sur place, donc elles vont pas essayer de coloniser un autre terrain et le garde-manger il est sur place, quoi. Donc, bah, pour ça, les pucerons, je fais pousser chez moi, ça pousse comme du chien dent, du sureau. J'adore, et les branchaisons sont noires. Je cultive de la fève, parce que bah, même si le pied, ça m'est arrivé d'avoir des pieds noirs, principalement au début, ça produit quand même. Noir, je dis, le pied est vert, mais tu le vois pas tellement il y a des pucerons dessus, hein. Et j'ai des productions de fou quand même, donc la fève, ça produit bien. En tout cas, chez moi, ça a marché, je dis pas.
peux pas généraliser, je connais pas chez vous comment ça marche. J'ai des rosiers voilà, qui attirent aussi beaucoup. Comme je disais, j'ai des cerisiers, là, c'est les fourmis carrément qui s'occupent de gérer le stock et de sortir les pucerons au bon moment. Ce qui est chiant avec les fourmis, c'est que bah, elles défendent le troupeau. Donc les cerisiers, ils sont bien défendus, en fait, ouais, c'est marrant, ça fait des mini-guerres. T'as le château des fourmis qui est en guerre médiévale contre les envahisseurs barbares coccinelles et leurs larves. Ouais, tu peux créer des films de fantasy avec ça, hein. Non, c'est une source d'inspiration, tout ce vivant, toute cette biodiversité. Donc voilà, c'est l'apologie des concurrents est terminée, je pense. Plus grand chose à dire sur ce domaine-là. Je réfléchis si j'ai pas oublié des choses qui paraissaient importantes. Je pense que, ouais, encore une fois, une petite vidéo de 3/4 d'heure, hein, facile. Non, ce qui me reste à vous dire, c'est merci de votre attention, pour ceux qui sont encore présents. Je vous vois hein, sur les statistiques, qui c'est qui... Là, je vois le début de la vidéo, il y a plein de monde, et plus ça vient, plus ça vient. Oh, il y a même un bon tiers qui reste, hein, quand même. Merci en tout cas pour tout le monde, que du début à la fin, même ceux qui ne le voient pas, d'avoir cliqué déjà, de me donner un petit peu de visibilité. Plus vous êtes nombreux, plus vous serez nombreux. Donc voilà, puis bah, comme je disais, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime, des petits commentaires, à partager, ça c'est super important pour bah, être vu tout simplement. Et si vous êtes d'accord un peu avec le message que je transmets, l'espoir que j'ai de construire un monde qui marche un peu moins sur la tête, hein, qui part plus côté sobre, que côté... tu vois là, il y a ça. Il y a déjà des gens qui sont dans la sobriété, hein. Quand le monde il se cassera la gueule, ils seront emportés aussi, hein. Et moi, je suis dedans, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir fait ces efforts. Encore une fois, c'est un effort qui demande d'arrêter de consommer de l'énergie, aussi bien physique que de mon énergie animale, que bah, l'énergie qui m'éclaire là et là. Bon, il y aurait des non-sens encore à dire, ça, je sais pas. Je sais pas, je vais peut-être faire des formats de vidéos plus tard ou pendant les séries des vidéos coup de gueule. Sur l'énergie, encore une fois. Il y a des trucs à dire, aussi bien chez les fournisseurs et que chez les fournisseurs de nos ampoules, là, que ce soit de l'éclairage LED ou de la basse consommation, mercure, machin. Autre sujet. Ouais, peut-être faire un format de vidéo coup de gueule, très court, pour dénoncer des petits conflits que je trouve un peu débiles dans les décisions qu'on a pris. Pourquoi le tungstène n'était pas si déconnant que ça, en fait, avec le recul. Autre sujet. Sur ce, je vous dis attention à ce que vous mettez dans la tête. Attention à la Terre. Respectez-la et respectez-vous. C'est la même chose, en fait, hein. À chaque fois, je dis la même chose quand je dis une vidéo plus philosophique ou plus... c'est encore une fois impliqué comme il faut. Et à tantôt.